Bonjour, bonjour. Alors, on va commencer un petit stream, je viens d'arriver. Petit stream rapide ce matin. J'arrive dans quelques instants. Je devrais partir assez tôt et j'ai commencé un petit peu tard. Mais c'est la reprise. C'est normal. Donc pas de soucis. Alors, on va voir combien d'articles on a le temps de faire ce matin. Hop. Et je vais surtout basculer la cam, la scène. Bonjour, bonjour. Voilà, me voilà, me voilà. Donc plusieurs articles à traiter ce matin. On va voir ça tranquillou. Comme ça fait longtemps, je vais juste me remettre en full cam en attendant. Hop là. Voilà. Et on repasse. Voilà, c'était juste pour voir si ça marchait. Alors, petit setup rapide aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de mettre le fond vert et tout, donc ça ira comme ça. Donc le principe, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que on regarde ensemble des articles récents de psychologie positive. Je vais les ouvrir parce que je n'ai pas pris le temps de les ouvrir avant. Et on va voir combien on peut en faire ce matin. Articles issus de la recherche ou de Vulga qui parlent de recherche. Et puis comme ça, on voit un petit peu ce qui fait l'actualité. Hop là. Alors, il y a un premier article dont je voulais vous parler ce matin. Attendez, je ferme tous les pop-up que j'ai partout là. Hop, c'est plus possible. Donc voilà. L'article dont je vais vous parler ce matin, un premier article, puisqu'on est dans la semaine de la Saint-Valentin, on est le 17, et donc c'était en début de semaine qu'on avait le 14 février, mardi. Et là, on a un article donc, du Greater Good Magazine, qui est un magazine, on va dire, qui diffuse des infos sur la recherche scientifique, notamment en psychologie positive. Et donc, cet article, qui s'appelle The Upside of Being Single, Even on Valentine's Day, parle justement de l'intérêt ou de l'avantage qu'il peut y avoir à être célibataire par rapport au fait d'être en couple. Et donc, ce que je voulais évoquer ce matin, c'était un petit peu les éléments de cet article. Alors, c'est en anglais, donc je m'occupe de traduire, j'ai souligné quelques éléments importants. Alors, première chose, la recherche visiblement suggère que le fait d'être célibataire peut avoir plusieurs avantages si les relations, en tout cas les besoins relationnels, sont satisfaits par ailleurs. C'est-à-dire que si on est célibataire tout seul dans son coin et qu'on n'a pas trop de relations satisfaisantes par ailleurs, ça pose un peu problème. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent dans cet article qui reprend des recherches récentes et des publications récentes sur le sujet? Premièrement, c'est que les gens sont globalement, alors ça on le sait depuis quelques années, il y a plusieurs publications scientifiques sur le sujet, c'est que globalement les gens sont plus heureux quand ils sont mariés. Et on sait aussi que les relations fortes, en fait les relations qualitatives proches, sont importantes pour une vie épanouissante. Bon, jusque-là, rien d'incroyable, mais c'est quelque chose qu'on a pu mesurer à de multiples reprises dans des études qui ont parfois duré même plusieurs dizaines d'années. On a suivi des gens sur des décennies. Donc, on est assez sûr que, d'un point de vue scientifique, et puis d'un point de vue évidemment de l'expérience de chacun, que des relations fortes, proches, sont importantes pour être heureux. Bon. Et globalement, on a aussi cette info que le fait d'être marié, ce que vous avez ici, eh bien ça comment dire, ça donne une vie un peu plus satisfaisante en général. Et donc la question qui se pose, c'est évidemment article bien à propos cette semaine, c'est de se dire est-ce que le fait d'être célibataire, ça a un impact négatif sur votre bonheur ou pas? Alors on a un premier travail, un premier élément qui vient d'ici.
Première étude de Bella De Paolo, qui est un chercheur et qui a publié un livre sur le sujet. Donc l'étude est portée sur des gens, que vous voyez ici, qui sont célibataires, comme en anglais célibataires de cœur, c'est-à-dire qu'ils sont qui ont un profil où ils sont mieux comme ça, en fait ils sont mieux célibataires. Et qui pensent qu'ils peuvent vivre leur meilleure vie en étant seuls et qui sont très, très épanouis comme ça. Et en fait, cette étude de cette chercheuse a montré que en fait, les gens qui étaient comme ça, qui étaient célibataires et heureux de l'être et qui se vivaient comme... qui vivaient le célibat comme une manière de s'épanouir vraiment, étaient juste... étaient aussi heureux finalement que des gens qui sont mariés ou en couple. Alors pourquoi ? Là, c'est un peu la chercheuse qui donne un peu des éléments par rapport à ces résultats-là. C'est que il y a un avantage, évidemment, quand on est célibataire, c'est que, bien sûr, on peut vivre sa vie comme on le veut. Alors, avec toutes les précautions nécessaires, bien sûr, à ça, c'est que on vit sa vie comme on veut quand on a les moyens de le faire, etc. Mais en tout cas, on a le choix et on n'a pas quelqu'un à qui on doit, entre guillemets, rendre des comptes ou qu'on doit prendre en compte dans ses décisions, à tout le moins. Ce qu'elle dit, c'est quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on va se coucher, à quelle heure on se lève, et puis les grandes décisions de sa vie, on est seul à les prendre, et donc on n'a pas de contraintes de ce point de vue-là. Alors, évidemment, il y a des avantages et des inconvénients, mais l'idée c'est que si c'est votre style, si c'est votre motto, si c'est votre manière de voir la vie, et que vous dites je suis mieux célibataire, et ben, ça permet de vivre la vie qu'on a décidé de mener complètement sans aucune contrainte. Et ça peut être plutôt pas mal. Donc premier élément. Alors je sais que je regarde parce que la cam bug un peu, parce que je suis pas sur la bonne cam. Tac, attendez. Let's go. Bref, bon, c'est pas grave, ça clip un peu. Je réglerai ça une prochaine fois. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc on va avancer tranquillement. Ça clip un peu, mais c'est pas très très grave. Donc voilà, quand on est célibataire, qu'on a décidé de l'être, et que c'est notre mode de vie, ça pose pas de problème. Donc ça veut pas forcément dire, quand on est célibataire, on n'est pas forcément seul, triste, dans son coin, à pleurer, parce qu'on n'est pas en couple. Tout dépend de votre vision du couple, de votre vision de la vie, de votre vision du célibat, en fait, tout simplement. Il y a toujours ça, c'est est-ce qu'on se vit bien célibataire ou pas. Ce qui n'est pas forcément facile dans des sociétés, en Occident notamment, mais pas que, où l'amour romantique, le couple, les relations romantiques sont quand même un peu l'alpha et l'oméga des relations, dans le sens où c'est ça qui est mis en avant, qui est valorisé, et dans le sens où c'est quelque chose qui est hyper important pour pour être heureux. En tout cas, c'est valorisé tel quel. Je regarde un peu le micro, je crois que je sais pas si le mixage est très très bon. Hop là. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on a cette pression sociale-là, c'est pas forcément évident, même si on aime bien être seul, de l'assumer en fait, tout simplement. En tout cas, c'est plus compliqué. Donc voilà. Après, il y a un autre point qui est marqué ici, c'est que en fait les célibataires sont souvent mieux intégrés dans leur communauté. Parce qu'en fait alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais d'une manière générale, les célibataires vont avoir tendance à faire plus d'activités, etc., et donc à être mieux intégrés dans des communautés, dans des groupes d'amis, dans leur quartier, etc., que des gens en fait en couple, qui souvent, à un moment donné, ont tendance à se refermer sur leur couple, à se mettre ensemble, ou sur leur couple ou sur leur famille, et qui vont être moins... parce qu'ils ont moins le temps déjà, tout simplement, et parce qu'il peut y avoir aussi cette tendance-là à rester en famille tout le temps, et donc ça peut... en fait, finalement, ça peut avoir des effets négatifs aussi. Bref, là c'est ce qui est décrit là, The Great Investment in Friendship,
can increase their self-esteem and fulfill their intimacy and closeness needs. En gros, ils s'investissent plus dans les relations amicales, et donc ça peut favoriser plus l'estime de soi et le besoin d'intimité relationnelle qu'on a tous, hein, que quand on est en couple. On a tous connu des couples où en fait le couple était très fusionnel, où il restait, où le mec et la nana, ou les deux nanas ou les deux mecs restaient entre eux, et donc c'est pas forcément bon pour l'estime de soi de tout mettre, de tout investir dans une seule personne, surtout si ça se passe pas hyper bien. Voilà, donc et là il y a, je l'ai pas surligné, mais on cite une étude faite auprès de 16 000 Allemands qui montrait que en fait les gens qui vivaient seuls se sentaient moins seuls que les personnes qui vivaient en couple ou avec quelqu'un d'autre à statut, on va dire, de revenus, de travail, etc. équivalent. Donc, bref. Souvent, ce qu'on a d'autre avec cette chercheuse, ce qu'elle dit d'autre, c'est que pourquoi est-ce qu'on n'avait pas forcément ces résultats avant? C'est que souvent on comparait des gens en couple avec des gens seuls, sans forcément prendre en compte un certain nombre de paramètres. Et ça, c'est toujours le truc dans les études scientifiques qu'il faut garder en tête, c'est qu'est-ce qu'on compare. Est-ce qu'on compare, comme on dit en anglais, des pommes et des oranges? Est-ce que on compare des choses qui sont bien équivalentes? Est-ce qu'on contrôle bien des variables parasites qui viendraient en fait complètement déformer nos résultats? Et en fait là, le truc c'est que, et ce qu'il dit, c'est assez juste, c'est que souvent on compare des couples à des gens seuls, mais on regarde pas si ces gens seuls-là, quand on veut voir le bonheur des gens, hein, on regarde pas si ces gens seuls-là, ils sont décidés d'être seuls, ou ils subissent le fait d'être seuls, si ils voient le célibat comme quelque chose de positif, s'ils voient comme quelque chose de très négatif. Et donc, à partir du moment où on fait pas ça, on va se retrouver avec un groupe de gens célibataires dans des sociétés, encore une fois, où le couple est vachement mis en avant, l'amour romantique, etc. Et donc, on va avoir, évidemment, plus de chances d'avoir des gens qui sont célibataires et qui le vivent mal, et des gens en couple qui en gros, ont coché cette case-là, d'un point de vue social, et qui sont heureux d'être en couple. En tout cas, qui sont globalement, qui ont fait le choix d'être en couple et qui ont cette satisfaction-là. Et quand on fait ça, et qu'on contrôle pas ces éléments-là, eh bien évidemment que les gens en couple sont plus heureux que les gens célibataires. Et autre élément, si on se dit que quand on est en couple, on est plus heureux que quand on est célibataire, ça veut dire que si on se marie, on devrait devenir plus heureux. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que quand on étudie le bonheur des gens célibataires qui se mettent en couple, en fait, leur niveau de bonheur n'est pas forcément vrai. Enfin, n'est pas forcément amélioré. C'est pas vrai que ça s'améliore nécessairement. Alors, on sait qu'on a un pic de bonheur quand on se marie dans notamment la première année, et qu'après ça revient à un niveau de base, mais c'est pas forcément le cas à long terme en fait. Et quand on suit des gens qui sont malheureux, le couple, ça va pas améliorer grandement leur niveau de bonheur. Ça dépend. Dans les grandes masses toujours, hein, parce que vous pourrez toujours me sortir un cas particulier, on en connaît tous, où c'est pas le cas, mais voilà. Alors ça c'est super, on se dit ok. Quand on est célibataire, c'est génial, tout va bien. Pas forcément. Il y a évidemment aussi des inconvénients. Donc là, c'est un autre chercheur, Geoffrey MacDonald, qui étudie justement les relations et le célibat à Toronto. Et en fait, comme je le disais, ça dépend de votre attitude par rapport à ça. Parce qu'en fait, dans les études sur les célibataires, on mélange les gens qui voudraient être en couple et qui n'y arrivent pas, et ceux qui sont contents d'être célibataires ou qui ont même fait le choix d'être célibataires. Ce que dit ce chercheur-là, bon, c'est pareil, je vais pas souligner, mais c'est qu'en gros, si
si tu veux un boulot et que t'en as pas, t'es probablement moins heureux que quelqu'un qui n'a pas de boulot et qui ne veut pas avoir de travail. Et c'est pareil pour les relations amoureuses. Donc ça c'est hyper important aussi de prendre en compte ça. C'est toujours pareil, hein, quand on mélange tout dans les études et qu'on fait des trucs où on met des célibataires qui n'ont pas le même profil, etc., et qu'on prend juste le statut comme ça, c'est pas très intéressant en fait. On mélange un peu tout. Alors, il y a d'autres choses aussi sur les célibataires, c'est que quand on regarde un petit peu le détail, ceux qui sont célibataires, souvent, en fait, socialement, leur famille attend attend d'eux qu'ils s'occupent d'eux. C'est-à-dire que, je sais pas, si vous avez 25-30 ans que vous êtes célibataire et que vos parents sont un peu âgés ou même pas, hein, mais qu'ils ont besoin de services, etc., c'est à vous de le faire, et pas à vos frères et sœurs qui, eux, sont en couple, parce qu'ils ont une vie de famille, ils sont en couple, donc ils sont occupés. Et donc, parfois, c'est ce que nous dit ce chercheur-là, hein, McDonald, c'est que parfois c'est la famille de la personne seule qui va procurer le plus de négatifs par rapport au fait d'être seul. Parce que ça fait des responsabilités, des charges en plus qu'on lui impose parce que t'es célibataire, donc c'est toi qui vas t'y coller. C'est pas dit comme ça, mais c'est implicite. Et puis parce qu'il y a aussi la pression de dire attends, t'es encore célibataire, qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être des aspects négatifs du fait d'être célibataire. Et bien ensuite, on va un peu plus loin avec le mode d'attachement. Donc ça c'est encore autre chose. Le style d'attachement, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait c'est la manière dont on se connecte aux autres. Il y a différents styles qui peuvent exister. Ceux qui ont un style d'attachement, alors je sais plus comment on dit en français, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les études sur le sujet, mais le vocabulaire, comment il est traduit, mais en gros avoir un attachement sécure, ça veut dire qu'on est à l'aise dans les relations, c'est-à-dire que on arrive à s'ouvrir et à se livrer, et on est à l'aise avec l'intimité, il n'y a pas de souci. Et donc les gens qui ont un attachement comme ça sont plus heureux seuls que ceux qui ont un attachement un petit peu d'évitement. C'est-à-dire qu'ils vont éviter l'intimité, qui sont pas à l'aise avec l'expression de leurs émotions et les émotions des autres. Et donc ces gens-là, ils ont pas de problème avec le fait d'être seuls. Par contre, ils vont être un peu moins heureux dans leur vie. Mais pas parce qu'ils sont seuls nécessairement, mais parce qu'ils ont ce style d'attachement où en fait ils ont du mal à partager des choses, à s'ouvrir, etc. Donc ça peut être aussi une explication. Mais encore une fois, c'est deux célibataires avec des styles d'attachement différents vont pas avoir le même rapport aux autres et donc vont pas avoir le même niveau de bonheur s'ils sont seuls. Donc c'est quand même important. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit finalement dans cet article, hein? Il y a encore quelques petits éléments. Je sais pas si je vais faire beaucoup d'articles ce matin. Mais là, j'avais passé beaucoup de temps dessus. Hein. Alors, autre chose, le niveau de satisfaction sexuelle. Hein, on parle de couple, donc à un moment donné, il faut quand même parler de relations sexuelles. Souvent, les gens qui ont une vie de couple vont pas forcément avoir une vie sexuelle plus satisfaisante. En fait, les gens seuls vont pas avoir forcément une vie sexuellement satisfaisante. C'est-à-dire que les gens qui sont mariés supposent souvent que, il y a un peu une ambiguïté. Donc, les gens mariés peuvent supposer que les gens célibataires sont libres d'avoir des aventures à droite à gauche quand ils le veulent, et souvent c'est pas le cas. Donc souvent les gens en couple justement ont plus de chances d'avoir une vie sexuelle satisfaisante parce que il y a la proximité et la disponibilité et les opportunités de rapports sexuels qu'il n'y a pas forcément chez les célibataires.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas la disponibilité ou les opportunités, il faut se les créer. Il y a plus en fait d'efforts à faire pour ça et de temps à passer que quand on est en couple. Donc ce qu'il dit, c'est que dans les sociétés monogames avec une culture hétéro-normée, dans les relations de couple romantique, la plupart du temps, c'est dans les grandes masses, hein, les besoins sexuels sont satisfaits. Et ça, c'est plus difficile pour les célibataires. Donc là, on est sur les points négatifs des célibataires, mais... Alors ensuite, il y a la perception qu'ont les gens du célibat. Quand on est célibataire à un certain âge, les gens supposent qu'il y a quelque chose qui va pas avec vous, que vous êtes auto-centré, ou pas mûr, en fait, pas mature, par rapport à des gens qui sont mariés en couple, qui sont sérieux. Et en fait, ce qu'on regarde, ce qu'on voit dans les travaux, c'est que c'est pas forcément le cas. Hein. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans les sociétés occidentales, mais pas que, même institutionnellement, il y a une discrimination envers les célibataires, ce qu'il ajoute, hein, c'est pas complètement faux, mais après il y a eu toutes les... Alors en France c'est encore différent, il y a eu toutes les politiques de soutien à la natalité qui expliquent aussi ça, mais pas que, hein. Puisque en couple avec des enfants, il y a des aides, etc., mais même juste en couple sans enfants, hein. Même chose au niveau des avantages au travail, du système de santé, il peut y avoir ça coûte moins cher en fait quand on met ça ensemble quand on est en couple que quand on est célibataire. Donc il y a aussi des discriminations institutionnelles, en tout cas c'est ce que nous dit ce chercheur-là. Et puis il y a éventuellement les difficultés financières, on les affronte tout seul, etc. On n'a pas les réductions qu'on peut avoir en couple, en famille. Bon. Alors vous allez me dire en famille il y a d'autres contraintes, hein, mais en tout cas c'est quelque chose qui est réel. Donc en conclusion, ce qu'il nous dit, c'est que les célibataires, ils doivent être plus résilients, ils doivent développer des compétences beaucoup plus larges parce qu'ils peuvent pas s'appuyer sur un ou une partenaire pour compenser là où ils sont pas bons. Donc ça c'est important. Et souvent les célibataires aussi les célibataires, je parle à un certain âge, hein, vont avoir une vision plus large, une définition plus large de l'amour et ne restreignent pas à la relation de couple. Et donc, justement, comme je disais à un certain âge, c'est ce qu'on a là, hein, ultimately, satisfaction with singlehood tends to increase after midlife. Donc, en fait, les célibataires, au-delà d'un certain âge, ils finissent par être plus satisfaits de leur célibat qu'avant un certain âge. Bon, après, c'est ceux qui continuent à être célibataires après un certain temps, après la moitié de la vie, donc après 40 ans, en gros, 30-40 ans, 35-40 ans. Et c'est aussi vrai pour les gens qui sont heureux d'être en couple. C'est-à-dire que la satisfaction avec le couple et les choix qu'on a fait, ou le célibat et les choix qu'on a fait par rapport à ça, on les vit mieux après un certain âge. On les assume plus, en fait, tout simplement, quoi. Donc, par rapport à la Saint-Valentin, puisque c'était le sujet de l'article, là aussi, donc la chercheuse de tout à l'heure, hein, de Paolo, nous dit que c'est probablement moins problématique à Saint-Valentin pour les célibataires que pour ceux qui sont dans une relation romantique, parce que en fait, il y a la pression d'eux, on attend qu'eux, etc. Donc ça dépend de votre relation. Vous en êtes à quel stade vous en êtes dans votre relation, et ça peut mettre un peu une pression inutile, un peu débile, à moins d'être vraiment sur la même longueur d'onde et d'avoir bien communiqué sur le sujet. Mais bref, pour terminer, le message des auteurs de l'article, alors l'auteur de l'article c'est Jill Suttie, qui est psychologue. L'idée, c'est que, de toute façon, dans les relations, pour être bien avec quelqu'un d'autre, il faut être bien avec soi, donc construire une vie avec laquelle, dont on est satisfait, pardon. Et si on n'est pas bien avec soi, et qu'on n'est pas bien dans sa vie, et que on a pas mal de problèmes, c'est pas une relation de couple qui va sauver, qui va résoudre nos problèmes.
Donc, alors évidemment, là-dedans, il y a des nuances à mettre, hein, mais voilà, si vous avez des gros problèmes, des grosses insécurités, etc., c'est pas en vous mettant en couple que par magie ça va se régler. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est que le couple n'est pas la solution à tout, même si ça peut aider, évidemment. Et donc si on est célibataire et qu'on le vit pas très bien, il faut essayer de changer un peu de perspective, c'est-à-dire le conseil c'est un peu de profiter de ça pour faire des choses dont on a envie. En fait, on n'a pas de contraintes, donc let's go, on y va, on a envie de... Alors après, il y a toujours une sorte de moyens financiers, mais on a envie de bouger, on a envie de faire telle ou telle activité, on a envie de tester des choses, on a même peut-être envie de glander toute une journée, et ben on y va, et on n'a pas de problème, on n'a pas de compte à rendre, et donc autant en profiter, autant apprécier et pleinement se saisir de cette opportunité-là pour faire ce qui nous plaît et faire ce dont on a envie. Voilà. Les avantages, hein, c'est ce qu'il y a en conclusion ici, c'est que en fait, quand on est célibataire, on a une liberté de calendrier qui est vachement plus importante. Donc, on peut saisir les opportunités pour aller mieux, pour travailler sur soi, pour faire plein de choses. Et donc ça, c'est hyper important. Voilà ce que nous dit un peu cet article, voilà, qui date de, je sais même plus, du 13 février, donc c'était lundi, sur le fait d'être célibataire. Et donc voilà quoi. Voilà. Je regarde si on a le temps de faire un autre article. Laissez-moi 30 secondes. Est-ce que j'avais noté beaucoup de choses là-dessus ? C'est pour savoir si c'est long. Ouais, non, on peut faire un autre article, là. On a le temps de faire un autre article. Comme ça, on en aura fait 2 ce matin et ça reste des choses récentes. Alors, le deuxième article, là, pour le coup, c'est un article de recherche, donc je vais pas rentrer dans les détails, je vais être un peu plus synthétique, donc ça va aller un peu plus vite. C'est un article sur la gratitude. Donc, qui a été publié le 28 janvier, un article de recherche dans la revue International Journal of Applied Positive Psychology, donc le journal international de psychologie positive appliquée. Et donc, le titre de l'article, c'est The Effect of Expressed Gratitude Interventions on Psychological Wellbeing and an Analysis of Randomized Controlled Studies. Donc, l'effet d'intervention en fait de programmes d'expression de la gratitude sur le bien-être. En gros, c'est des programmes où on va travailler sur la gratitude et on regarde le lien que ça a avec le bien-être psychologique, donc en gros le bonheur. Hein. C'est une manière de dire le bonheur dans la recherche. Et donc là, cette étude-là, c'est une méta-analyse. Alors une méta-analyse, qu'est-ce que c'est ? C'est un article de recherche où on va prendre plein d'articles de recherche sur un sujet et on va regarder donc des études qui ont été faites sur le sujet. On va faire une sélection de ces études en fonction de différents critères de construction de l'étude, de ce qui a été testé dans les études, etc. On applique un certain nombre de tests statistiques là-dessus, de modèles mathématiques, pour voir ensuite, pour en faire un gros échantillon, comme si on avait, au lieu d'avoir, 20 études, on avait une seule grosse, et on regarde ce qui ressort de toutes ces études de manière globale et ce qu'on peut conclure sur le sujet en question. Parce que quand on n'a qu'une seule étude d'un côté, ça nous dit quelque chose, c'est intéressant. Quand on en a 15-20 et qu'on les met ensemble, ça dit autre chose. Alors là, cette méta-analyse, ils ont pris 25 études avec des tests scientifiques où on a attribué les gens de manière aléatoire dans des groupes pour faire des études, pour voir si le fait de travailler la gratitude avait un impact sur le bien-être. Et donc, dans ces 25 études, ça leur fait au total dans la méta-analyse 6745 participants, donc la taille de l'échantillon. Et ils vont chercher à voir l'effet de l'expression de la gratitude, le fait d'exprimer sa gratitude. Qu'est-ce que ça avait comme effet sur le bien-être, donc la satisfaction dans la vie,
les affects positifs, donc les émotions positives et le bonheur. Voilà. Alors, très rapidement pour commencer, la gratitude, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un état général d'appréciation. On montre qu'on apprécie les choses et de remerciement, de gratitude. Enfin, la gratitude, c'est de la gratitude, ok. De thankfulness, c'est le fait de remercier. Hein. Voilà. Donc, l'appréciation, les remerciements envers les bénéfices qu'on peut avoir, individuels, bénéfices qui viennent de ce que font les autres pour nous. En gros, la gratitude, c'est le fait de se sentir redevable, de remercier, d'apprécier ce que les autres font pour nous et qui nous apportent des bénéfices personnels. Et l'hypothèse, c'est que des interventions où on va pas seulement ressentir de la gratitude, mais exprimer de la gratitude, peut augmenter les bénéfices de la gratitude. C'est-à-dire, au lieu de juste la ressentir, on va l'exprimer envers la personne. Et donc ça peut, l'hypothèse, c'est que ça peut encore augmenter les bénéfices de la gratitude. Voilà, donc expressing one's gratitude to another person may be more meaningful and impactful than experiencing gratitude without expressing it. Donc voilà, ce serait plus avantageux d'exprimer la gratitude quand on la ressent plutôt que de juste la ressentir. Donc ça, j'en ai parlé, des indicateurs. Alors, je vous passe les précédentes méta-analyses, etc. Toutes les études précédentes qui ont été faites. Donc eux, ce qu'ils ont fait dans leur méta-analyse, c'est qu'ils ont inclus des études qui avaient à la fois une intervention où les gens exprimaient leur gratitude et un groupe contrôle ou un groupe de comparaison avec une attribution aléatoire des gens. C'est-à-dire que les gens ne décidaient pas dans quel groupe ils étaient, on les mettait aléatoirement dans un groupe où ils devaient travailler sur l'expression de leur gratitude ou dans un groupe contrôle à côté où ils faisaient autre chose. Et des études aussi, un autre critère d'inclusion des études, c'était le fait qu'il y ait la mesure, au moins sur un des critères du bien-être, c'est-à-dire le bonheur, la satisfaction dans la vie ou les émotions positives. Il fallait qu'il y ait au moins une mesure de quelque chose de cet ordre-là dans l'étude pour que ce soit inclus dans la méta-analyse. Et ils ont aussi enlevé toutes les études qui mélangeaient le travail sur la gratitude à d'autres choses. Donc ça pouvait être des études, je dis n'importe quoi, qui vont travailler sur les forces de caractère en plus de la gratitude, etc. Donc quand c'est mélangé, qu'il y a plusieurs choses en même temps, ils les écartent. Ils prennent que ce qui concerne la gratitude. Ça sonne. Il est 9h, je crois qu'il est 9h. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Je vous passe tout le côté modèle mathématique, etc., les résultats statistiques, parce que c'est du jargon et c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. On va regarder la discussion. Ce qu'on constate dans cette méta-analyse, c'est que parmi les 23 études qui avaient 25 échantillons, parce que des fois il y a des études où il y a ils font plusieurs tests, ils prennent plusieurs échantillons d'affilée, donc 6745 participants, je l'ai dit tout à l'heure. En gros, l'hypothèse qui était de dire que le fait d'exprimer sa gratitude a un plus grand effet sur le bien-être psychologique que le fait de simplement la ressentir, ça a été confirmé. C'est-à-dire que si vous ressentez de la gratitude, c'est positif. Si en plus vous l'exprimez, ça va avoir un meilleur effet sur votre bonheur. Et donc c'est intéressant de l'exprimer. Et donc ça c'est ça qui est intéressant. Alors c'est cohérent avec une méta-analyse qui avait été faite en 2016, qui comparait différentes interventions sur la gratitude, différents protocoles. Sauf que là on a beaucoup plus de participants, on a beaucoup plus d'études qui ont été incluses, donc c'est plus robuste en termes de résultats. Et en plus on a un peu purifié l'échantillon parce qu'on a enlevé des études où il y avait plusieurs interventions en parallèle sur la gratitude, sur autre chose, et donc c'est un peu plus solide, quoi. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait d'exprimer sa gratitude envers quelqu'un, ça a un effet immédiat, en fait, un effet positif immédiat.
Et cet effet immédiat, il dure, pardon, hein, je fais la traduction en même temps, je relis en anglais, mais voilà, cet effet immédiat, il dure plusieurs semaines après l'intervention sur l'expression de la gratitude, et que justement la durée de cette intervention d'expression de la gratitude, c'est-à-dire on vous dit à chaque fois pendant, je sais pas, une semaine, vous exprimez votre gratitude dès que quelque chose de positif vous arrive, eh bien, peu importe que ça dure quelques jours, quelques semaines, et peu importe que ce soit un homme ou une femme, vous allez avoir des bénéfices sur plusieurs semaines de ces interventions. Alors, autre chose qui est intéressant pour appliquer aussi, c'est qu'en fait, exprimer la gratitude, c'est pas forcément exprimer la gratitude à la personne qui a fait quelque chose de positif pour vous. Ça peut très bien... Enfin, il n'y a pas de différence entre le fait de dire merci Jean-Pierre pour ce que tu as fait, c'était super, ou le fait de l'exprimer personnellement, c'est-à-dire vous l'écrivez, vous le consignez quelque part, le fait que vous remerciez la personne sans forcément lui dire en face, ou sans forcément que la personne ait conscience que vous lui ayez exprimé votre redevabilité pour la gratitude, c'est-à-dire que vous pouvez lui rendre un service, sans qu'elle se rende compte que c'est vous qui lui avez rendu ce service, petite attention, et ça sera aussi efficace que le fait d'aller lui dire directement « merci beaucoup ». Voilà. Et ça peut être intéressant pour les gens, en tout cas c'est ce qu'ils me disent, qui trouvent ça gênant, ou qui sont mal à l'aise, ou qui sont stressés quand ils doivent exprimer directement leur gratitude à une personne. Vous savez, c'est le principe de la lettre de gratitude, ou de... Enfin, je sais pas si vous savez, mais c'est une intervention qui existe où on dit, vous allez prendre une personne, genre un prof en primaire, votre grand-mère, votre grand-père, etc., et vous allez lui directement chez eux et leur dire, je voulais exprimer ma gratitude pour ça. Bon, ça c'est un peu l'intervention entre guillemets extrême, mais il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec ça. Donc le fait de l'exprimer dans votre intimité, c'est déjà très bien, et ça a le même effet en fait. Donc ça peut être intéressant, vous n'êtes pas toujours obligé de dire à la personne directement, même si socialement, des fois ça peut quand même être intéressant de le faire. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre ? C'est un peu l'essentiel de cette publication-là, c'est que les recherches futures, elles pourraient regarder un petit peu plusieurs populations, parce que là on était surtout sur des jeunes, c'est toujours pareil, c'est souvent, vous savez, dans les recherches, la population étudiante, elle est là, elle est dispo, des fois on lui file même des crédits pour participer aux études, ou alors c'est des jeunes actifs qu'on va rémunérer. Là j'ai pas regardé toutes les études, mais c'est ça aussi dans les études anglo-saxonnes. Donc ce qu'ils disent, c'est que ça pourrait être intéressant de différencier, voir, est-ce que c'est exactement la même chose pour les enfants, est-ce que c'est la même chose en fonction on va dire de la provenance culturelle des gens, de leur origine, etc., etc. Donc ça pourrait être intéressant. C'est une des choses, en tout cas, une des pistes pour approfondir les choses, maintenant qu'on sait que la gratitude, c'est important de l'exprimer, même si on l'exprime pas directement à la personne, c'est plus efficace que le fait de juste la ressentir. Voilà pour cet article. Alors je vous remets la ref. Hop. Donc c'est un article. Si je vais y arriver. Un article de Abdurrahman Kirsa et de John M. Malouf et aussi de Jay Maynadier, donc publié le 28 janvier 2023. Et donc si vous voulez aller voir un petit peu les détails, les références, vous avez les éléments ici. C'est en open access, donc c'est gratuit à consulter, il n'y a pas besoin de payer pour avoir accès à cet article de recherche. Voilà pour ce matin, je crois que il est 9h passé, il va falloir que j'aille au travail. Donc, je me note quand même qu'on a fait ces deux articles-là. Alors c'est bien parce j'ai gardé les deux autres articles en français, ça sera pour une autre fois. Ça a été fait. J'avais prévu un peu plus, mais puis j'ai commencé un peu plus tard. Bref. En tout cas, merci si vous tombez sur le replay de l'avoir regardé. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions ou des remarques là-dessus. Moi, je vous retrouve, je sais pas encore, là, je reprends les lives tranquillement, donc on va voir. Je vous retrouve en tout cas dans les prochaines semaines, c'est sûr. Je vais essayer d'être un peu plus régulier sur les revues, notamment les revues de presse psychologie positive et sur d'autres formats de live.
et de live un peu plus longtemps. Donc voilà, c'était un premier test de relance aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi, et puis, ou de voir en replay. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres lives, quoi, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Allez, à plus.